Bien, bonjour mes amis. Je vous propose donc de démarrer donc cette session que nous allons consacrer au nouveau système d'exploitation qui a été annoncé par Microsoft, qui est donc Windows 11. C'est une annonce de Microsoft. Donc évidemment, elle aura donc des impacts sur nos centres de calcul, nos centres de traitement. Je vous le dis tout de suite, je ne pense pas que ce soit donc une annonce très importante, mais c'est une annonce qui me semble assez insidieuse parce que, on le verra, beaucoup de clients ou d'entreprises ne pourront pas migrer sur ce Windows 11, disons à des coûts normaux, tout de suite. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas fondamental maintenant, mais qui pourrait quand même le devenir parce qu'il y a dedans des éléments qui me semblent suffisamment importants peut-être pour faire un effort. Donc c'est assez ambigu et quelque part un peu paradoxal. C'est à la fois intéressant, mais en même temps, ce n'est pas une obligation non plus de faire une migration, une migration tout de suite. Bon, je vous propose donc, on va donc attaquer ce sujet. On va y aller. Alors, ce qu'il faut en penser, donc vous savez quelle est l'habitude donc de la maison, c'est que moi j'essaye de donner une opinion, qui est une opinion qui nous vient soit avec nos clients sur le terrain, soit qui nous remonte de vous en particulier, et donc qui remonte et qui nous permettent d'avoir un avis qui ne soit pas, on va dire, motivé, ou tout au moins, vous voyez, un avis qui ne soit pas modifié par des pressions amicales, telles que celles de la publicité que nous ne voulons pas. Alors, on va donc regarder ce sujet-là. Et d'abord, je vous dis tout de suite que ce système va être disponible simplement à partir du 5 octobre prochain. Donc, officiellement, on n'a pas encore le retour suffisant pour avoir un avis définitif sur le produit. Donc, on fonctionne en mode dit insider, c'est-à-dire donc une sorte d'utilisateurs un peu privilégiés qui reçoivent donc les mises à jour quelques mois avant, progressivement, pas d'un seul coup, progressivement, de manière à ce qu'on puisse commencer à se faire une idée sur la bête et voir si elle est intéressante ou non. Mais comme ce sont des versions qui sont provisoires, et donc d'abord elles peuvent être incomplètes, elles peuvent être remises en cause, et donc ça ne vaudra jamais la réalité que l'on pourra percevoir à partir du 5 octobre, celle qui va nous venir donc de chez vous et de nos clients. Alors ça, c'est une première chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on va donc regarder? Ce qui est important, il me semble, en tout cas pour vous comme pour nous, c'est de savoir comment il faut percevoir Windows 11, et je crois qu'il y a deux manières de le faire, soit à titre personnel, chez nous, dans notre salon. Bon, on pourra toujours le faire ou ne pas le faire, mais à la limite, ça n'engagera que nous. En plus, ça n'aura pas de conséquences sur la manière de travailler avec le télétravail, ça n'a pas d'importance. Et puis, il y a l'entreprise. Et là, l'entreprise, c'est quand même différent. Parce que l'entreprise, on ne peut pas dire je balaye tout et hop, j'installe le nouveau système et si possible, on pourrait l'avoir gratuitement. Non, on n'en est pas du tout là et la perception n'est pas celle-là. Et donc, il faut toujours se rappeler que les entreprises traînent un boulet énorme qui est souvent avec des vieilles applications qui remontent à Internet Explorer 6, ouais, même pas récent, donc des machins qui sont très anciens et on tire donc, on va dire, un historique qui nous empêche, en tant qu'entreprise, d'avoir une stratégie qui serait, on va dire, claire de migration vers ce nouveau système. Donc, disponibilité, donc on va voir donc, le 5 octobre donc, prochain. On va regarder parce qu'il y a des points importants dans Windows 11. Je pense qu'il y en a, il ne faut pas être narquois, même si on va traiter ça avec un peu d'humour. Vous connaissez donc les principes chez nous. Donc, il y a des points importants, en particulier sur l'aspect sécurité. Donc, incontestablement, ce n'est pas une version fondamentale de mon point de vue, mais c'est quand même une version intéressante. Comment effectuer la mise à jour? Bon, alors, bien entendu, on va partir de l'existant. Donc, si vous avez Windows 10,
Et puis si vous avez envie d'y aller, surtout sur votre machine, vos machines sont éligibles, ce qui est loin d'être évident. Et en particulier avec la présence de TPM 2.0, qui est donc la partie sécuritaire de la machine, plus un certain nombre de contraintes, on va pouvoir passer donc à Windows 11. Donc, comment le faire? Gratuitement. On verra donc cette fameuse compatibilité de la machine et puis les contraintes qui sont les nôtres. Qu'est-ce qui va disparaître de Windows 10? Alors, on est un petit peu mal à l'aise encore aujourd'hui parce qu'il y a des choses dont on pense en toute sincérité qu'elles vont disparaître, mais bien souvent on peut arriver à les reconstituer, on trouvera toujours des trucs pour retrouver donc des choses qui existaient, qui nous plaisaient sur Windows 10, voire sur d'autres systèmes, et qu'on pourrait trouver donc sur Windows 11. Alors, pour les entreprises, on va regarder quand même de près, est-ce qu'il faut migrer ou pas, et on va essayer de déterminer quelques scénarios, à dire à la louche, dans lesquels j'espère vous allez donc vous retrouver. Je suis un peu déçu pour tout vous dire, parce que moi je pensais que, et comme beaucoup d'autres, que Microsoft irait beaucoup plus vite vers l'open source. Alors, il va vers l'ouverture, c'est incontestable. C'est vrai que Windows 11 arrive par exemple avec une nouvelle store dans laquelle vous allez trouver des applications Android. Donc, ce n'est pas de l'open source. Enfin, Android est open source, mais Windows 11 n'est pas open source, mais on trouve quand même une ouverture vers des applications Android. Et ça pourra être très intéressant, mais ce qui me semble manquer, et c'est ce que je vais essayer en tout cas de justifier et d'argumenter, c'est que je pense que le moment est venu d'avoir un système d'exploitation open source sur les postes de travail. Je ne parle pas des serveurs, là c'est encore autre chose. Mais sur le poste de travail, encore une fois, on le verra, le problème s'est décalé. On n'est plus aujourd'hui, l'OS n'a plus l'importance qu'il avait auparavant, et il me semble que Microsoft aurait pu prendre l'opportunité de cette annonce pour dire, voilà, c'est la première version libre de Windows. Et donc, il va falloir aussi positionner Windows 11 par rapport à une autre annonce qui a été faite pendant l'été, vous voyez, donc il y a quand même des choses qui se sont passées. Donc, par rapport à Windows 365, je pourrais même aussi parler de Microsoft 365, qui est la nouvelle version donc, de Office 365. Mais Windows 365, c'est la version terminale. Enfin, terminal en mode ce qu'on appelait auparavant le mode VDI, c'est-à-dire un terminal qui est connecté sur une machine virtuelle, en l'occurrence ici sur Azure. Bien. Là encore, Microsoft a fait une annonce qui est intéressante, mais il y a quand même quelques restrictions là-dedans. Tout ça, on va regarder, vous voyez, ça a un côté. Aujourd'hui, on est donc un peu dans le cambouis. On va regarder les choses d'une manière assez concrète et pragmatique. Donc, disponibilité, donc 5 octobre 2021, c'est un dénommé Woodman donc, qui a fait l'annonce chez Microsoft pendant que tout le monde était en train de se faire dorer les doigts de pied donc, au bord de la mer, avec le masque. C'est une annonce qui est curieusement faite. Elle a été effectuée par un message qui est apparu sur le site internet de Microsoft. Alors que dans le même temps, Microsoft, et on peut reprendre la phrase de Satya Nadella récemment, donc le patron donc, de Microsoft, pour Microsoft, cette Windows 11 est une version importante. Et il a dit que Windows 11 est la première version d'une nouvelle ère de Windows. D'un côté, il fait une annonce qui est quand même relativement en catimini, et de l'autre, c'est quelque chose d'important. Alors, à nous de nous débrouiller après pour savoir si c'est important ou ça ne l'est pas. Mais évidemment, le maçon est là pour vous aider. Donc, annonce faite donc, le 24 juin par un simple message, et qui succède, comme le temps passe, à 6 années déjà de Windows 10. Alors, on rappelle quand même, en 2 mots, ce qui s'est passé avec Windows 10. Microsoft avait essayé par tous les moyens d'imposer le nouveau système d'une manière qui était assez, moi je pense, assez inadmissible. On recevait des messages sur nos machines en disant, voilà, ce soir à 8 heures, eh bien, on va mettre à jour votre machine. Oui, mais moi, je ne veux pas. Et on ne savait pas très bien comment il fallait faire pour l'empêcher. J'ai eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet-là.
Donc, 6 années quand même d'un système qui s'est révélé être un grand succès. C'est vrai qu'il y a plus d'1 milliard donc, de PC, hein, entreprises et personnels qui sont équipés donc, de Windows 10. C'est vrai que c'est une grande réussite, mais est-ce que ça aurait pu être autrement? Je ne crois pas. Nous travaillons sur quoi? On travaille sur Office, on travaille sur Word. Pour nous, c'est l'essentiel. À la limite, ce qu'il y a derrière, ça nous est un peu secondaire et un peu équilatéral. Ce qui compte, c'est notre tableur Excel, c'est Office, c'est PowerPoint, des choses comme ça. Bien. Or, le couple normal de Office, c'est avec Windows. Alors, Office 365 est quelque chose d'à part, encore que on est toujours dans le monde Microsoft. Bien. Donc, vous voyez, c'est 6 années qui ont consacré, mais il me semble que ça ne pouvait pas être autrement. De toute façon, voilà. Encore qu'au début, rappelez-vous, les démarrages de Windows 10 ont été particulièrement laborieux. Hein, et donc, Microsoft ne se vantait pas beaucoup de ça. Je pense que ça va être un petit peu la même chose avec Windows 11, mais cette fois-ci assumé. C'est-à-dire que Windows 11 ne tournera pas sur toutes les machines. Il va lui falloir un minimum de ressources et ça va justifier peut-être que le système prenne de l'ampleur progressivement sans qu'on puisse le taxer de catastrophe planétaire, comme ça a été quand même le cas avec Windows 10. Bien. Alors, est-ce que c'est une grande annonce? Moi, je ne crois pas, mais je pense que c'est une annonce quand même intéressante. Et je dis tout de suite ce que je dis dans la dernière page de ma présentation, c'est que c'est une migration dont il faut s'occuper dès maintenant en entreprise. À la maison, à la limite, on peut fonctionner encore différemment. Mais en entreprise, ça sera quand même une migration qui va se faire, qui sera relativement importante du fait des aspects sécuritaires. Et puis, il y a d'autres aspects qui sont importants. Donc, il ne faut pas être pris au dépourvu. Ce n'est pas l'opération qui va se faire comme ça, en claquant des doigts, une one shot. Ouais. C'est quelque chose qui se prépare. Donc, c'est important pour Microsoft. Ça l'est un peu moins pour nous tout au moins, donc à court terme, hein, mais il faut, à mon sens, s'y préparer. Et vous voyez déjà ici, sur la partie droite de cet écran, un certain nombre d'éléments que l'on va développer maintenant. Hein. C'est la fameuse compatibilité ARM. Ça, c'est quelque chose dont il faut prendre conscience parce que Microsoft, quand même, reconnaît une chose, c'est non pas la prédominance, mais en tout cas l'importance que prennent les circuits ARM, qui sont des circuits risques, pas au détriment, mais tout au moins à côté des circuits Intel. Vous voyez bon, donc c'est ARM la compatibilité, c'est TPM, donc les fameux systèmes de sécuritaire, donc TPM, c'est les systèmes HVCI et puis VBS qui permettent de sécuriser le code. En particulier, je trouvais qu'il y a un aspect très intéressant pour les gens du système, c'est que l'on peut construire une espèce de leurre du système d'exploitation pour éviter que les criminels puissent attaquer directement et provoquer des dégâts importants. Avec ces systèmes, donc HVCI et puis VPS, on peut provoquer un leurre. En fait, on fait une espèce de proxy, on installe le système sans rien dire, quelque part pour que les criminels ne puissent pas le voir. Et puis la fameuse store sur laquelle donc, je reviendrai. Bien. Il y a donc d'abord, premier point, une nouvelle interface. Alors, est-ce que c'est une nouvelle interface? Ça plaît ou ça ne plaît pas, hein? Bon, moi, je n'ai pas d'idée là-dessus. C'est comme les papiers peints. Si le papier peint bleu vous convient, peut-être qu'il y en a d'autres qui préféreront du rouge. Hein, bon. C'est vrai qu'il a changé. Personnellement, je considère que c'est assez secondaire. Assez secondaire. De toute façon, ce n'est pas ça qui nous fait travailler. Hein. Mais bon, pas mal d'observateurs aujourd'hui estiment que quand même c'est une évolution et donc que Microsoft tient compte en particulier de la fatigue donc, de ses usagers. Alors, dans cette interface, il y a donc une nouvelle barre des tâches. Alors, vous savez que la barre des tâches, elle était donc à gauche auparavant, et donc maintenant elle est au centre. Alors, c'est une révolution planétaire, hein, évidemment. Elle est au centre, mais si vous voulez, il y a quand même des trucs
pourriez-vous les indiquer, qui permettent de remettre ça à gauche, si vraiment on ne peut pas faire autrement. Donc, voilà, parce qu'il y a des gens, parce qu'il ne faut pas l'oublier non plus, ça. Il ne faut pas critiquer ou on va dire, se moquer des gens qui sont habitués à une certaine manière de fonctionner. Après tout, c'est une seconde nature. Bon, si les gens ont envie d'avoir leur barre des tâches sur la gauche, ben, c'est pas. Vous remarquerez que quand vous l'utiliserez, qu'il y a moins de fonctions maintenant dans ce Windows 11, mais par contre, il y en a des nouvelles extrêmement importantes, en particulier celle que vous voyez donc ici au milieu, qui est donc l'écran qui est celui de Teams, qui maintenant apparaît dans la barre des tâches. Alors, c'est un nouveau design et qui remplace donc l'échec absolu qui a été celui de Metro, le fameux Metro donc, de Windows 8, hein, et puis aussi de la Xbox, hein, qui est présente hein, sur Windows 11 aujourd'hui. Et donc, c'est un nouveau design qui porte un nom, qui porte le nom de Fluent Design. Bon. C'est tout le monde, enfin tous les grands GAFAM se croient obligés de nous proposer donc des façons d'organiser donc nos écrans et surtout de choisir des couleurs. Bon, on y reviendra dans quelques instants. Alors, c'est un nouveau design, bien sûr, hein, qui remplace Metro, qui a donc été une catastrophe, il faut quand même le reconnaître. Ça regroupe ces recommandations, donc des recommandations qui viennent avec des exemples de code hein, pour la conception, pour la disposition des objets, les contrôles que vous allez associer donc à ces différents objets que vous allez mettre sur votre écran, le choix que vous allez faire sur les couleurs, sur la typographie, sur les interactions possibles avec donc, ces objets. On vous propose donc un certain nombre de recommandations. On n'est pas obligé de les appliquer. Je pense que du point de vue de l'ergonomie, effectivement, il y a des choses très intéressantes. Mais quand je parle d'ergonomie, c'est beaucoup plus la manière d'utiliser la machine et d'utiliser le système d'exploitation. Ce n'est pas nécessairement les couleurs. L'ergonomie et les couleurs, pour moi, ce sont deux choses différentes. Maintenant, m'imposer, on va dire, dans une interface, m'imposer donc des couleurs, et vous voyez, c'est un peu comme chez Google avec le material design. Je trouve que ça nous amène tout de suite vers la pensée unique. Et tout le monde a la même présentation, tout le monde a le même système d'exploitation, la même interface sur l'écran. Je trouve ça excessivement pénible parce que je crois que on va dire, la qualité vient souvent de la différence. Et donc, reproduire systématiquement, je parle donc à l'aspect couleur, hein, ce que nous propose Microsoft, moi, ça ne me paraît pas utile. Par contre, il y a dans l'interface, donc dans l'usage des icônes, à mon sens, des choses qui sont intéressantes. Alors, les tuiles finies, elles sont remplacées par des widgets. Alors, je rappelle en gros la différence qu'il y avait. Les tuiles avaient été introduites avec Windows 8. Donc, c'était des petits carrés qui vivaient leur vie propre, tranquille. Hein, et donc, elles étaient mises à jour d'une manière automatique. Et on voyait apparaître des choses, et en particulier sur la première page de votre écran, c'était comme ça, donc avec Windows 10, eh bien, on voyait ces petites tuiles. Et ça a été un désastre. J'ai eu l'occasion déjà de le dire, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que c'était, à mon avis, une très très bonne manière, très dynamique de présenter les choses. Alors, évidemment, en arrière-plan, ça moulinait, hein. Évidemment, étant donné que ce sont avec les mises à jour, l'interface était quand même extrêmement dynamique, donc ça mouline. Alors on revient en arrière avec des systèmes, donc les fameux widgets, qui sont finalement des icônes, et qui vont donc, on va cliquer dessus, et donc on va accéder donc à des applications. Alors la présentation donc de ces widgets, effectivement, est nouvelle. Moi, je maintiens que je ne suis pas convaincu que ce soit un progrès. D'abord, les widgets existent depuis 3000 ans, hein, déjà du temps des Égyptiens, on en voyait, donc je plaisante bien sûr, mais c'est, à mon sens, ce n'est pas du tout une percée ergonomique. Hein. Bon, mais c'est comme ça, donc maintenant, vous avez donc des widgets qui vont vous donner donc accès à des applications comme la météo, les cours de bourse, etc. Donc finalement, ça ne va pas changer grand-chose, c'est l'interface qu'il y a sur votre écran. Alors, les fenêtres, là encore, c'est une révolution colossale. Elles ont des bords arrondis. Alors, c'est vrai qu'on était tous au bord du suicide en attendant que Microsoft se décide à le faire.
Mais c'est comme ça. Bon, maintenant, on a des... Il faut reconnaître que, disons, la présentation, d'abord, ce n'est pas un résultat gratuit. Microsoft ne fait pas n'importe quoi. Et Microsoft a longuement travaillé avec on va dire des gens dont c'est le métier pour voir la meilleure façon de présenter les choses. C'est pourquoi maintenant, on voit que les icônes, elles sont plus éloignées, vous voyez, elles sont... bon, c'est quand même plus agréable pour certains, c'est moins fatigant, comme dit donc Microsoft. Bien. Windows, par ailleurs, est compatible. Alors ça, par contre, c'est quelque chose qui paraît fondamental, avec ce nouveau mode qui est en train de nous envahir maintenant, qu'on appelle le mode HDR. Donc, c'est pour l'affichage à très, très haute définition. C'est complètement ahurissant ce qu'on est capable donc de faire maintenant. Vous savez, entre la télévision HDR et les écrans des ordinateurs, y compris d'ailleurs sur nos mobiles, on a fait des progrès qui sont colossaux. Et Windows 11, évidemment, ne pouvait donc pas ignorer donc cette chose-là. Donc, vous voyez, une nouvelle interface. Alors, vous ferez votre opinion, hein. Vous aimerez ou vous n'aimerez pas, et personne n'ira en tout cas vous le reprocher. Alors, quelques exemples. Alors, je vous dis, donc, je vous ai pris quelques captures d'écran qui me paraissaient... Ah, voilà, le nouveau menu démarrer que vous avez ici, donc à gauche. Hein. Nouveau menu démarrer. Donc, vous voyez, remplacement, ce ne sont donc plus donc, des petits carrés, hein, avec des mises à jour dynamiques dedans, mais on remplace ça donc par des widgets, et tous ces petites icônes que vous voyez là, au moins sur la partie haute, hein, eh bien, ce sont donc des widgets. Vous cliquez dessus, ben vous allez vous retrouver dans une application. Bon, je pense qu'on peut trouver ça très laid. Mais on peut aussi trouver ça magnifique. Hein, et comme on le fait maintenant avec les NFT, vendre cette merveilleuse interface des millions de dollars. Alors, structurellement, Microsoft met les applications sur la partie supérieure et dans la partie inférieure, il met les recommandations, hein, et il met également tous les derniers dossiers ouverts et applications dont vous voulez vous servir. Et plutôt que d'aller les rechercher, on ne sait pas trop où, eh bien, vous y avez accès donc directement. Voilà. Le nouveau menu démarrer, donc vous remarquerez, donc il apparaît au milieu. Bon, comme ça. Donc, il fallait bien changer, donc ils ont changé. Les fenêtres, vous voyez, donc les fenêtres ici, donc, alors je dis, les bords maintenant sont arrondis, alors ça ne se voit pas trop ici. Hein. Et puis, j'évoquais donc la fatigue. Il y a probablement quelque chose de vrai là-dedans. Si Microsoft a fait des fonds translucides, très légers, avec des couleurs très pastel, c'est effectivement pour réduire la fatigue et le stress. En 5 minutes, ça ne va pas nous coûter très cher, on ne va pas trouver ça très fatigant, mais au bout de 4, 5, 10 heures, c'est vrai que des couleurs ou des objets ou des bords trop tranchés, ben, ça finit par impacter je ne sais pas quoi dans les neurones du cerveau, mais effectivement, il semblerait que ça puisse avoir on va dire une influence sur notre état donc, de fatigue qui est la nôtre. Pour ce qui me concerne, je vous donne un peu mon avis, je trouve que ça fait un peu surréaliste ce truc-là, avec les transparences très, très sophistiquées, ça fait un peu 4e dimension, mais après tout, bon, on n'est pas obligé de tous aimer, hein. Ce qui compte, c'est les fonctionnalités donc, qui sont derrière. Du point de vue de l'explorateur, tout le monde se sert de l'explorateur, bien entendu. Hein. Alors, il y a eu quelques refontes graphiques, on le voit ici. Alors, ce n'est pas vital, hein. Peut-être qu'on ne le verra même pas, hein. Mais quelques petits changements. Et puis, par contre, pour ce qui est de la fenêtre de recherche, quand on recherche donc des documents, des dossiers, des choses comme ça, là, l'écran que vous voyez ici en bas à gauche est quelque chose qui est mieux fait. Incontestablement, alors vous trouvez toujours derrière le moteur de recherche Bing, hein, qui est remarquable d'ailleurs comme outil, hein, mais c'est la présentation, on va dire, de cet outil est beaucoup plus conviviale et je pense qu'elle est effectivement plus efficace. Donc voilà quelques exemples donc, vous voyez, de changements qui sont intervenus. Maintenant, vous êtes tellement convaincu par cette merveilleuse ergonomie et extraordinaire graphisme donc, de Windows 11 que vous vous dites je veux absolument y aller. Vite, 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 d'autant plus que pendant quelques temps, c'est gratuit. Ouais, sauf que, comme je vous l'ai dit au départ, ce n'est pas aussi simple.
et qu'il y a relativement peu de machines qui seront compatibles. Alors, on peut regarder quelles sont ces fameuses contraintes. D'abord, en termes de configuration pour Windows 11, vous devez avoir un processeur de 1 GHz minimum. Voilà, le cas de tous, hein, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il faut avoir au minimum donc 2 cœurs, 64 bits. Et donc, Microsoft vous propose une liste de processeurs qui est donc fournie par Microsoft, qui sont les plus récents et qui sont les seuls que vous pouvez avoir dans votre machine. Si vous avez une vieille babasse qui remonte à la guerre 14, évidemment, ce n'est pas la peine d'essayer, ça ne marchera pas. Donc, ça ne fonctionnera pas. Maintenant, donc, vous êtes obligé. Vous dites, en plus, on est en mode 64 bits. Alors, ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas utiliser donc, des applications qui fonctionnent en mode 32 bits. C'est autre chose. Par contre, il faut un processeur 64 bits. Alors, il y a Intel Core de la série X, il y a les Xeon donc, de la série W, etc. Et donc, peu de machines. Alors, quelle est à peu près la proportion que l'on a aujourd'hui de machines qui vont pouvoir fonctionner comme ça, à mon avis, ce n'est pas plus de 10%. Et en particulier en entreprise. Parce que, bon, c'est comme ça. Hein, donc, je pense qu'on va plus volontiers sur des machines plus récentes à la maison qu'en entreprise. Pardon, encore en entreprise, encore une fois, on a derrière nous à tirer tout un historique qui est peut-être extrêmement. Donc, vous voyez, de ce point de vue-là, eh bien, on est coincé et on va avoir 2 solutions. Soit on met les machines à la poubelle et puis on en prend des neuves, mais quand vous allez voir dans les entreprises, vous allez voir le directeur financier ou directrice financière, elles ne sont pas forcément du même avis. Bon. Mémoire minimum 4 GB, c'est-à-dire rien, pas grand-chose. Ça, ce n'est pas un problème. Stockage minimum de 64 GB. N'importe quelle machine maintenant a ça, quel que soit d'ailleurs le type de stockage, que ce soit sur disque ou sur SSD. Du côté de l'affichage, alors, pour ce qui est de l'écran qui va recevoir donc Windows 11, il faut avoir un affichage 9 pouces minimum, autrement dire un timbre-poste. Hein. Et puis, il faut avoir une définition de 720 points au pouce minimum également, ce qui est très peu. Maintenant, toutes les machines ont des capacités donc, de définition qui sont absolument extraordinaires, et en particulier sur les mobiles et les tablettes. Bien. Par contre, la deuxième écueil qui pourrait nous empêcher d'avancer vers Windows 11, eh bien, c'est la carte graphique, qui doit être compatible avec DirectX minimum version 1.2. Et doté d'un driver, qui est un driver donc WDTM, donc version 2.x. Or ça, bon, ce n'est pas une évidence. Hein, on n'est pas forcé d'avoir donc des cartes graphiques comme ça. C'est de plus en plus le cas. Mais en tout cas, ce n'est pas toujours comme ça. Par ailleurs, il faut que votre machine soit dotée, non pas du vieux BIOS, vous savez, pour démarrer la machine avec votre écran bleu, pas pour dire qu'il est en panne, mais pour vous permettre de paramétrer la machine et de dire voilà ce que je veux faire avec et voilà quel est le disque de boot. Non, ça ne marche pas. Pas de BIOS. Il faut donc avoir le nouveau système de démarrage qui s'appelle UEFI. Et en particulier, donc, c'est un démarrage qui est sécurisé. Donc, il le faut. Il faudra également avoir TPM 2.0, mais ça, je reviens dans quelques instants. Et bien entendu, pour installer la machine, encore faut-il avoir un câble, une connexion, donc est obligatoire. Alors, il faut également savoir que, vous voyez, on commence à voir maintenant quelques ingrédients qui seront très intéressants. En termes de sécurité, TPM 2.0 va être extrêmement utile, mais il y a d'autres aspects qui sont très intéressants. Par exemple, Windows 11 a été optimisé pour tirer profit des architectures de processeurs dits Big Little. C'est quoi ces machins? Ce sont des processeurs qui ont un certain nombre de cœurs. Alors, dedans, vous avez des cœurs dits performants, et puis vous avez des cœurs qui sont économes. Bon. Et les processeurs, ça a été inventé d'ailleurs par la technologie ARM, hein, donc fonctionne comme ça, et ça permet d'adapter intelligemment votre processeur et donc votre machine aux applications selon qu'elles ont besoin de beaucoup de performance ou au contraire, elles n'ont pas besoin. Par contre, elles ont besoin d'économie, par exemple, économie de batterie, hein, entre autres, comme on l'aurait sur nos mobiles. Bien. Alors, chez Intel
si vous voulez bénéficier donc, de cette optimisation donc, de Big Little, il n'y a pas 36 millions de processeurs qui sont compatibles et conformes. Mais par exemple, parmi les derniers, ceux qu'on appelle Lakefield d'Intel, eux sont conformes. Et de même, bon, bien entendu, que les processeurs ARM. Alors, Microsoft est extrêmement contraignant et va s'opposer au moment des procédures d'installation, va s'opposer à ce que vous installiez Windows 11 si l'ensemble des contraintes réglementaires Microsoft ne sont pas assurées. On ne pourra pas les bypasser. Alors, les entreprises, souvent d'ailleurs, font des petits raccourcis saisissants en passant par les stratégies de groupe d'Active Directory, mais là, ça va quand même être un petit peu moins facile. Microsoft va être très, très contraignant de ce point de vue-là. Maintenant, quand vous allez rentrer chez vous, donc au bureau, vous vous dites vite, 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 je veux ma machine, est-ce que je suis compatible? Alors pour ça, en général, on ne le sait pas. D'ailleurs, par exemple, vous savez que TPM était déjà accueilli sur Windows 10, mais beaucoup de gens ne savaient même pas qu'il était là. Il n'était pas activé, mais par contre, il était là. Donc, si vous voulez vraiment passer à Windows 11, il faudra activer donc, le TPM de manière à recevoir Windows 11. Alors, si vous voulez vérifier donc, la configuration de votre machine et voir si elle est conforme à ce que demande donc, Microsoft, eh bien, vous pouvez utiliser un nouvel outil, qui est un outil proposé par Microsoft, qui est le Health Check. Donc, PC Health Check, donc un outil qui va donc vous sortir un état des lieux donc, de votre machine. Honnêtement, on l'a regardé, hein, c'est pas mal, mais c'est pas non plus la Joconde. Hein, c'est pas la Joconde. Ça marche pas mal, hein, c'est vrai. Mais comme beaucoup de nos confrères ou d'utilisateurs, vous pouvez aussi lui préférer un autre outil que vous trouverez, si ça vous intéresse, sur GitHub, et vous voyez ici à droite ce qu'il vous propose comme résultat, un produit qui s'appelle Why Not Win 11, donc c'est très facile et beaucoup plus ergonomique. Et donc, il vous donne un certain nombre d'informations sur votre machine. Vous voyez, donc, il vous dit par exemple que votre méthode de boot est bien une méthode UEFI. Il vous donne les fréquences d'usage, il vous donne donc si vous êtes compatible avec WDDM pour le graphisme, etc. Donc, on peut aller regarder ça de près. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que Microsoft, cette fois-ci, va être extrêmement contraignant. Parce que, encore une fois, c'est une étape qui, de son point de vue, est importante. Moi, je pense aussi, hein, même si la marche, pour l'instant, est relativement haute à franchir aujourd'hui. Alors, la fameuse compatibilité ARM, ça, moi, je crois que c'est quelque chose de vital. Vital parce que, alors je rappelle en deux mots, hein, que ARM, c'est quoi? Ce sont des processeurs de type RISC, c'est-à-dire avec un jeu d'instructions dit réduit. Alors, c'est plus tout à fait vrai maintenant parce que quand on compare les jeux d'instructions RISC par rapport au CISC, en fait, il y a peut-être un peu moins, mais il y en a quand même encore beaucoup. Hein. Bon. Ce sont des processeurs qui sont plutôt orientés vers un usage bien particulier. ARM était une compagnie britannique qui avait compris donc, que fabriquer des processeurs, ce n'était pas leur métier. Peut-être le métier d'Intel, mais eux, ce n'était pas leur métier. Mais par contre, eux étaient des concepteurs d'architecture ARM. Et ils ont touché le jackpot. Pourquoi? Parce que c'est vrai et que leur approche était intelligente. Ce sont des métiers différents. Entre fabriquer quelque chose et le concevoir, ce sont deux filières à part. Et on peut très bien les séparer. Et c'est ce qu'a fait donc ARM, qui a donc uniquement, donc, on va dire, imaginé des lignes de processeurs et basé en particulier sur des besoins tels qu'on les exprimait précédemment, entre autres avec par exemple, TPM. Bien. Microsoft, depuis très longtemps, Intel Inside, était quand même très marié avec Intel. Mais ça change maintenant. Et on peut penser maintenant, aujourd'hui, que finalement, Windows 11 est le système d'exploitation qui met à égalité, à peu près, on va dire le monde ARM, RISC, et le monde Intel. Sachant que ARM, depuis, a été racheté par la compagnie japonaise SoftBank, hein, donc, mais qui continue à avoir énormément de succès, d'autant plus que
ARM s'est ouvert maintenant aux processeurs spécialisés sur les IoT, les fameux capteurs, les objets, mais également sur les serveurs, et pas simplement sur des serveurs de bas de gamme. Donc on voit quand même que le monde est en train de changer, et que l'architecture x86, elle reste très importante évidemment, mais elle n'est plus aussi vitale qu'elle l'était auparavant. Donc Windows 11, sans abandonner Intel, donc s'ouvre beaucoup plus à ARM, et donc il ne fait que suivre le marché avec ça. Et en particulier, vous remarquerez un point intéressant, c'est que Windows 11 comporte un outil qui s'appelle ARM64EC, donc qui permet de faire fonctionner des applications x86, donc Intel, sur un circuit ARM, sans devoir réécrire la totalité des applications. On ne doit réécrire éventuellement que certains aspects qui vraiment étaient trop différents. Et donc, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Donc, l'émulation finalement d'Intel sur ARM. C'est un peu le monde à l'envers. Alors, on pourra donc, grâce à ça, si vous voulez, donc passer progressivement les applications sur ARM, et on pourra ne réécrire que les modules qui seront donc concernés. Ce n'est pas la peine de prévoir donc une opération, une belle 800 étoiles de type tout ou rien. Voilà. Sachez également que d'après ce que l'on sait, Microsoft devrait sortir une version ARM de Microsoft 365, c'est-à-dire ex-Office 365, qui est en fait Office. Donc également, donc, il va fonctionner sur ARM. Alors qu'on ne me dise pas que Microsoft aujourd'hui ne s'est pas ouvert. Je pense qu'il lui manque, on va dire, la version open source, mais il est quand même très ouvert maintenant. Voilà, je pense que dans les années à venir, en fait, Intel et ARM vont se partager le marché des postes de travail, et Windows 11 est typiquement un outil qui a été conçu donc, dans cette perspective. Bon. Qu'est-ce qu'on trouve également comme aspect important donc, dans ce Windows 11? Alors, je donne mon avis, en tout cas ceux qu'on a regardés. D'abord, il est plus performant. C'est vrai, il est plus performant, mais c'est vrai que puisqu'il a beaucoup de ressources sous le capot, évidemment, il n'a pas beaucoup d'efforts à faire pour être plus performant que ses prédécesseurs. Il a surtout un multitâche qui a été vraiment amélioré. Ça marche beaucoup mieux. Ça permet d'organiser votre bureau à votre convenance par une fonction qui s'appelle Snap Layout et qui permet de placer côte à côte jusqu'à 3 fenêtres applicatives simultanées dans une distribution que vous pouvez sauvegarder par un dispositif qui s'appelle Snap Groups. Bien. Donc, c'est quand même 3 grosses applications qui vont donc se partager donc, la machine. On est véritablement dans un vrai multitâche, à mon avis. Donc, c'est, à mon avis, une avancée importante. Le bureau, tel que vous l'avez imaginé et que vous l'avez organisé, il est donc récupérable sur votre machine, sur laquelle il a été créé, mais aussi vous pouvez le mettre sur une tablette. Je parle bien du bureau, c'est de l'organisation, le layout, sur une tablette pour éventuellement établir un lien entre plusieurs dispositions de fonctionnement à travers le temps. Vous êtes sur votre machine, vous prenez votre voiture, là vous ne se sert pas de votre mobile, mais ensuite vous allez vous servir de la tablette. Vous voyez, c'est pour passer d'un environnement à l'autre sans provoquer donc un traumatisme crânien. Et donc, voilà, donc c'est une multitâche qui, à mon avis, on voit ici trois écrans sur la partie haute de ma page. Vous voyez, donc, c'est quand même plus performant. Ce que savait déjà faire d'ailleurs Linux depuis longtemps, ou Macintosh, Mac OS X depuis très longtemps. Deuxième aspect très important, c'est Teams. Teams, donc, qui est cette solution qui est arrivée de vidéoconférence partagée pour tuer Zoom, en gros c'est ça. Maintenant vous y avez accès donc, dans la barre des tâches, et on peut donc faire ce que vous connaissez bien, le chat. Vous pouvez donc partager du vocal et de la vidéo. Moi je ne peux pas m'empêcher toujours de dire que Microsoft est quand même un peu... on peut ne pas apprécier, on va dire, cette façon d'aborder les choses, parce qu'après tout, il veut tuer Zoom. C'est simple. Et comme il a tué NDS sur les annuaires Active Directory en annonçant Active Directory sur Windows 2000, et comme il a donc tué IE, Internet Explorer, il a tué donc Netscape en annonçant Internet Explorer qui est arrivé donc avec Windows 98. Et donc, c'est ce qui va se passer, parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on va se dire?
J'ai ma machine, je suis bien heureux parce que j'ai Windows 11 dessus, donc j'ai Teams. Alors, au moins une version. On n'aura pas la version finale ultra performante, mais on va avoir un minimum, tel qu'elle existe aujourd'hui, un minimum gratuit, et ça fera partie de l'ensemble. Et on se dira, oh, ben, ce n'est pas la peine d'aller trouver autre chose ou de chercher autre chose. Voilà, c'est ça dont il faut se rappeler toujours. Il y a également l'application paramètres. L'application paramètres, je crois que les ergonomes, plutôt les graphistes de chez Microsoft, avaient quand même réussi à faire quelque chose d'une laideur absolument colossale, type Allemagne de l'Est, vous voyez, donc vraiment d'une laideur atroce. Alors, c'est vrai qu'ils ont sorti maintenant une nouvelle version donc, de cette application, qui permet toujours de faire la même chose, d'intervenir sur les devices et les éléments donc, de votre machine. C'est beaucoup plus clair maintenant, beaucoup plus aéré, avec un certain nombre d'informations complémentaires. Alors, je pense en particulier donc, aux tablettes, c'est sur l'état de la batterie, par exemple. Donc, Microsoft a fait des progrès sur cet écran, on va dire paramètres, mais vous me direz, ce n'était pas difficile, c'était tellement moche que ne pouvait que progresser. Bien. TPM, c'est donc ce fameux outil donc de sécurité. Depuis 2016, Microsoft oblige les intégrateurs des machines sous Windows 10 à installer TPM 2.0, version 1.2 par exemple, sous la forme de leur choix, mais sans être obligé de l'activer. Parce que TPM peut apparaître, ça peut être un logiciel, ça peut être un circuit dans la machine, ça peut être pas mal de choses. Donc, il l'oblige, mais il n'est pas forcément activé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, maintenant, TPM 2.0 est obligatoire. Ça fait partie des contraintes. On l'avait évoqué. La sécurité de TPM 2.0 est très importante. Ça prend en charge, donc, par exemple, des aspects d'authentification, le chiffrement de données confidentielles, etc. Et en particulier, si c'est un circuit, vous allez pouvoir faire des opérations de chiffrement, donc de garantie de la confidentialité, très rapidement. Donc, c'est vrai que c'est quand même très utile. Différentes manières donc, de l'intégrer. Pour l'instant, d'après ce que l'on voit, mais il faudra qu'on vérifie quand même, les surfaces pro seraient exclues et il y aurait beaucoup de configurations, donc surtout celles qui sont antérieures à 2 ans, qui ne seraient pas éligibles. Donc, en tout cas, c'est obligatoire. Vous êtes obligé d'aller sur TPM 2.0 maintenant si vous voulez avoir Windows 11. La protection du code, vous avez dit que c'était l'un des éléments qui me paraissaient les plus significatifs, qui permettait donc de protéger non seulement les applications, mais également le système d'exploitation. Donc, Windows 11 est beaucoup plus performant de ce point de vue-là, donc il va nous protéger contre les malversations. Alors, il exploite Windows 11 un processus qui s'appelle HVCI, qui est une disposition de sécurité qui est fondée sur un mécanisme de virtualisation VBS. Bon, en fait, ça crée un environnement virtuel séparé qui devient la racine d'approbation du système d'exploitation. C'est-à-dire que c'est là où les choses vont se passer. Mais c'est une sorte de proxy de l'heure, de manière à ce que les attaquants ne puissent pas se rendre compte que ceux qu'ils sont en train d'attaquer, en fait, c'est un leurre. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et ça, moi, je trouve que conceptuellement, en tout cas, ça ressemble beaucoup à une sorte de proxy. Alors, la seule chose qu'il faut bien avoir en tête également, mais je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de soucis, c'est que HVCI et donc VBS nécessitent que le jeu d'instruction des processeurs traite la virtualisation par le matériel, c'est-à-dire par le jeu d'instruction. Alors, quand on a suivi l'évolution des jeux d'instruction x86, à un moment donné, Intel a introduit dans le jeu d'instruction des fonctions de virtualisation. Et on disait à ce moment-là que la virtualisation était gérée par le matériel. Matériel, entre parenthèses, et sous-entendu, le jeu d'instruction. Donc, c'est une nécessité, mais là, je ne suis pas inquiet parce qu'il faut quand même remonter relativement loin pour avoir un processeur qui ne soit pas compatible avec cette disposition. Du côté des développeurs, maintenant, les développeurs, bien entendu, sont extrêmement intéressés. D'abord, première chose qu'il faut savoir, c'est que Visual Studio, donc qui va arriver maintenant en version 2022, il est présent dans la store de Windows 11. Et ça, c'est important. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment un lien entre VS, Visual Studio, et puis Windows 11. Avec Windows 11, on va pouvoir soumettre des applications Win32, donc qui ne sont pas des applications 32 bits, non packagées,
à la store. C'est-à-dire qu'on va pouvoir stocker des applications, donc l'application Win32. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que la store devient le moyen, donc avec Windows 11, le plus simple pour découvrir et installer des applications sur un PC, quel que soit finalement 32 bits ou 64 bits. Ça, c'est une très bonne chose. Windows 11 permet également pour les développeurs également de développer des applications dites PWA. Donc, les Progressive Web Apps, ce sont des applications, vous savez, qui s'exécutent dans un navigateur Internet, mais sans les inconvénients des navigateurs Internet. C'est-à-dire, elles sont pratiquement aussi performantes, pas tout à fait, presque aussi performantes qu'un mode natif. Donc, c'est du navigateur Internet, mais avec les performances pratiquement donc, natives. Alors, on parle beaucoup donc, de PWA maintenant parce que on le critique un peu. Hein, on dit aujourd'hui, oui, ce n'est pas nécessairement l'idéal, il y a un certain nombre d'inconvénients. Et bon, c'est quand même, pour les mobiles, en tout cas, à mon avis, ça paraît aujourd'hui quand même la meilleure manière de faire semblant de ne pas être dans un navigateur, hein, et quand même d'avoir des performances intéressantes. Bon, bizarre quand même que, vu les problèmes qu'il y a eu récemment donc avec Safari, donc de Apple, avec les PWA, et puis toutes les limitations qu'a introduit Apple à la suite donc, des problèmes qu'il y avait là-dessus, moi, il me semblait que Microsoft aurait été un peu plus prudent sur ce point-là. Et bon, en tout cas, ce n'est pas le cas. Hein, et en tout cas, il n'en est rien pour l'instant. Et Microsoft, donc, avec Windows 11, est une excellente plateforme si vous voulez développer ce genre de choses, bien entendu, dans Visual Studio. Alors, un point important hein, qui, bien sûr, vous concerne directement, puisqu'il faut se faire une opinion sur ce nouveau système, eh bien, la compatibilité avec les anciennes applications. Et donc, et puis les drivers me semblent assez bonnes, assez corrects. Bon. Maintenant, ce que je vous recommande, là encore, c'est que, étant donné que vous avez du temps, pas obligé de faire la migration donc demain matin, vous avez du temps, donc le mieux, ça serait peut-être de faire une espèce de nettoyage de vos applications. Et pour ça, vous avez un projet qui s'appelle Project Reunion, qui permet d'unifier donc les applications dites anciennes Win32 et nouvelles, universelles, hein, les fameuses UWP. Vous nettoyez tout ça, vous améliorez tout ça de manière à vous rendre conforme à la suite. Après tout, si vous passez à Windows 11 dans 2 ans, il n'y a pas mort d'homme, hein, ni mort de femme. Bon, pas grave, hein, mais peut-être que ça vaut la peine. Et regardez ce projet, donc Project Reunion, qui est une excellente solution justement pour se mettre à niveau. Donc, on a une nouvelle store également dans Windows 11. Alors, ça, elle a été complètement refondue. Alors, c'est là où Microsoft met ses applications et les partenaires, bien sûr, mettent les applications. Alors, c'est une disposition de store qui remonte à 2008, Windows 8, mais ça n'a jamais fonctionné correctement. D'abord parce qu'elle n'était pas pratique. Les procédures d'installation dans la store étaient compliquées. Et tous les éditeurs hurlaient à cause de ça, assez complexe, et puis il y avait beaucoup d'anomalies. Alors finalement, ça devenait des blocages, et puis on n'y allait pas. Et donc on disait, oui, mais on n'a pas d'application. C'est un peu un reproche qu'on peut faire aujourd'hui d'ailleurs à Windows 11, c'est qu'il est encore un peu en pénurie d'applications originales. La procédure a été largement repensée, en tout cas avec Windows 11, et on n'a plus les mêmes inconvénients. Donc ça, c'est un point positif. Et je pense que beaucoup d'éditeurs vont venir sur ces plateformes, et déjà certains sont présents. Je pense entre autres à Adobe avec le Creative Cloud, qui est l'ensemble donc, des logiciels donc Adobe sur le cloud. Eh bien, on l'a donc dans la store. Hein. Zoom est également présent. Microsoft ne peut pas s'y opposer. Hein. Et pour les applications, on retrouve également les applications Android. Et à ce moment, la store sert de relais vers Amazon. Amazon App Store, donc la store de Amazon, dans laquelle vous trouvez des applications Android. Et donc, finalement, avec cette store, vous allez avoir des applications Android très facilement. Je ne suis pas convaincu que ce soit quelque chose d'important et vital, parce que je crois que c'est quand même deux mondes assez différents. Mais bon, pourquoi pas? En tout cas, c'est une nouvelle preuve, donc, on va dire, de l'ouverture. Alors, qu'est-ce qu'on perd? Alors, il y a des choses qui paraissent un peu cosmétiques là-dedans et qui ne sont pas vitales. Donc, l'ancrage de la barre des tâches sur le côté de l'écran. À un moment donné, vous mettez votre barre des tâches sur le côté de l'écran. Bon,
je pense que ça, là encore, ça n'incitera pas donc au suicide. C'est la synchronisation des fonds d'écran. Je n'ai pas parlé du layout. Hein. La synchronisation des fonds d'écran entre plusieurs machines et un seul compte Microsoft. Ça, on ne peut plus le faire. Enfin, pour l'instant, tout le monde, on n'a pas vu encore la méthode qui permettrait de le faire. L'outil qui permet d'écrire des formules mathématiques, c'est une catastrophe planétaire, ce truc, qui ne marche pas. Il faut, avec la souris, faire des intégrales, des sommes de 0 à 1. Enfin, c'est pas possible, ce machin-là. Il y a toujours un truc qui manque. Enfin, disparu. Disparu, mais on a quand même, on peut installer un autre outil qui s'appelle Math Recognize, donc qui est un outil qui est un peu mieux. De toute façon, sur le marché, vous trouvez plein d'éditeurs mathématiques qui permettent de faire ce que faisait mal, en tout cas, l'outil Microsoft. Bon, on a dit que les tuiles, donc actualité et centre d'intérêt, donc sont remplacées par des widgets. On n'a plus l'état, de la même manière, l'état rapide d'une application. Ça, on ne l'a plus, on ne va pas en reconstituer. L'application dite Wallet, elle a été supprimée, c'est le portefeuille et les moyens de paiement. Et puis, les captures d'écran qui se faisaient avec le Snip and Sketch est remplacé par un nouvel outil donc, qui s'appelle Snipping Tool. Bon. Les outils, les tuiles, on en a déjà dit un mot. Le mode dédié tablette a disparu, parce que ce n'est plus la peine, puisqu'il est remplacé maintenant par une fonction Touch. Et donc, si vous avez une tablette, vous utilisez la fonction Touch qui est intégrée à l'interface. Donc, on peut bien entendu utiliser Windows 11 avec une tablette. Timeline, ça, peut-être que ça pourra nous gêner. C'est ce qui affichait sous Windows 10 un historique de notre activité. Et ça permettait donc de reprendre l'activité d'une tâche là où on l'avait laissée. Il y a des fonctions équivalentes que l'on trouve dans Edge. Mais dans Windows 11, apparemment pour l'instant, j'espère que ça va revenir, là pour l'instant, donc on ne l'a plus. La fameuse timeline, on ne l'a plus. Donc, Windows, on n'a plus non plus le Windows 3D Viewer, donc l'affichage en 3D donc, a disparu. Effectivement, on voit que l'affichage est beaucoup plus simple maintenant, c'est plus comme avant. On a de même le OneNote pour Windows 10 n'y est plus, le Paint 3D non plus, Skype n'est pas préinstallé. D'ailleurs, on se pose des questions sur ce qui va lui arriver. Internet Explorer, il est mort, définitivement, et il est remplacé par Edge, qui est une obligation sur la machine. Et Cortana, donc l'assistant vocal, eh bien, ne démarre plus la première configuration de Windows. Alors, bon, on peut en dire beaucoup de mal, on peut dire beaucoup de choses, mais en tout cas, il n'est pas donc présent donc, au démarrage. Ça, c'est ce que l'on perd. Maintenant, pour faire la mise à jour, alors, si on se dit, après tout, je n'ai pas envie de dépenser trop d'argent, donc je voudrais faire une mise à jour, si possible, donc gratuite. Alors, d'abord, vous pouvez passer, encore une fois, ce n'est pas le système d'exploitation qui va être important. À la limite, on pourra relativement facilement passer de Windows 7, même de Windows 8 à du Windows 11. Ce qui compte, c'est d'avoir donc l'environnement et la plateforme donc suffisante que l'on a évoquée. Alors, on peut rester, donc, on peut se dire, je vais attendre. Et la gratuité donc, de la migration, elle perdure jusqu'à la mi-2022. Alors, c'est ce qu'on croit savoir. C'est à peu près mi-2022. Donc, on va pouvoir s'assurer pendant ce temps-là de la conformité donc, de la machine, et puis éventuellement donc, faire la mise à jour. Alors, l'upgrade, si vous voulez vraiment le faire, et si vous avez la machine qui permet de le faire, eh bien, vous avez faire cette mise à jour, vous pouvez la faire depuis l'outil donc autopilote depuis Azure. Ça prend en gros 2 à 5 minutes par machine, mais on peut utiliser d'autres produits tels que le Endpoint Manager et puis le Windows Update for Business. Donc, on a différentes solutions, mais c'est plutôt donc, ça sera plutôt depuis donc le cloud, le nuage. Bon, si on ne veut pas migrer ou parce que c'est impossible, parce qu'on traîne des vieux machins, on pourra rester sur Windows 10 et Microsoft nous garantit le support donc, de Windows 10 jusqu'au 14 octobre 2025. Et comme d'habitude, ils vont pousser encore un petit peu, peut-être qu'on peut espérer jusqu'à 2026-2027. Bon. Pour ceux qui sont impatients, donc vous pouvez obtenir, mais impatient, c'est d'ici le 5 octobre, donc ce n'est pas non plus 5 ans, donc il est possible d'obtenir une version donc, preview, mais pour ça, vous devez passer par le canal donc, Insider. Donc, c'est intéressant, mais c'est plutôt pour les entreprises. Ça. Il n'y aura plus qu'une seule mise à jour par an, et non plus donc 2, comme c'était le cas avec Windows 10.
Franchement, on passait notre temps à faire des mises à jour. Hein. Et le support a été étendu de 18 à 24 mois pour les versions donc famille et professionnelle, il y a 48 mois, donc 4 ans, pour les versions donc entreprise et éducation. Donc il y a tout ce qu'il faut, si vous voulez, pour y aller. Ce n'est pas compliqué. Alors, quelques mots pour terminer donc, notre présentation hein, sur les questions que l'on peut se poser. D'abord, c'est l'alternative donc Windows 365. Car en fait, on voit bien ce qui se passe. C'est qu'on a un système qui s'appelle Windows 11 et qui, finalement, peut être installé d'ailleurs sur une machine virtuelle dans Azure et accédé par des terminaux, par les versions terminaux. Alors, Windows 365 qui vient juste d'être mis à jour. Donc, c'est très, très récent. Hein. C'est un service accessible donc, depuis un PC ou un mobile, voire Android. Hein. Ça peut être aussi de l'iOS, Apple. Hein. Et c'est une infrastructure dite, à partir de cette infrastructure dite VDI, donc c'est une façon, il y a une machine virtuelle par client. Ce n'est pas le mode Citrix, vous savez, avec le partage d'une même application par un certain nombre d'usagers. Non, ce n'est pas ça. Là, c'est vraiment, chaque utilisateur a donc sa machine virtuelle. Bon, on part ici avec Windows 365, on partira donc de VDI Azure Virtual Desktop, donc qui est maintenant plus simple à prendre en main, mais très encadré donc financièrement, avec quelques restrictions donc sur ce Windows 365. Il n'y a pas de multisession et il n'y a pas non plus d'intégration de Citrix. Donc on ne peut pas fonctionner comme ça. La tarification va se faire au nombre d'usagers et non pas en fonction des ressources consommées. Et Microsoft nous donne le choix entre 12 configurations. Alors de 1 à 8 processeurs virtuels, de 2 à 32 GB donc de mémoire et de 64 à 512 GB de stockage. Alors, on n'est pas ici dans un contexte, on est en mode terminal, il ne faut pas l'oublier. Hein, et tout se passe sur les serveurs qui sont chez Microsoft. On n'est pas encore dans un mode donc, équivalent natif. Par exemple, moi j'ai cru noter quelques petits manques. L'USB, le multi-écran et les scanners qui ne sont pris en charge que par des clients Windows. La résolution définition dynamique qui n'est pas accessible sur iOS et sur Android, ce qui est très gênant. Et puis la couverture fonctionnelle donc, qui est inégale selon les plateformes. Bon. Mais à la limite, ça peut se comprendre. Il y a quand même quelques différences. Alors, Windows 365 est donc compatible avec Windows 10 et Windows 11. Hein, ça remonte à très peu de temps maintenant. Et la connexion peut se faire soit à partir donc, du navigateur, soit à partir de l'outil Remote Desktop. Bien. Les premiers tests avec Windows 11 et les machines virtuelles en mode VDI ne sont pas véritablement concluants. À mon avis, donc, il manque un certain nombre d'éléments. On ne peut pas mettre de TPM. Évidemment, c'est très gênant quand vous avez Windows 11, alors que Hyper-V, justement, lui, la virtualisation Microsoft, elle est compatible avec TPM. Le système graphique, il me semble incompatible, pas de démarrage UEFI, donc il y a quand même quelques blocages aujourd'hui qui, pendant quelques temps, vont quand même nous obliger à surseoir. À mon avis, il n'y aura pas de raison d'être inquiet. Je pense que dans les 6 mois, tout ça, ça devrait fonctionner tout à fait normalement. Le vrai problème que l'on connaît depuis très longtemps, c'est que les gens n'en veulent pas. Les gens préfèrent avoir leur machine, ils veulent avoir tout sur place, ils ne font pas confiance, alors que pourtant c'est l'évolution, hein, mais bon, c'est comme ça. Bon, et donc à la fin 2021, comme j'avais eu l'occasion de l'expliquer donc, la semaine dernière, il y aura donc 3 clients Windows. Hein. Il y aura Windows 11, 365 et puis l'outil Azure, donc Virtual donc, Desktop, donc 3 systèmes. Maintenant, si vous me permettez, je vais prendre encore une fois, ça ne sera pas une habitude, mais j'ai 2 ou 3 minutes, si vous le voulez bien. Maintenant, il faut tenir compte de la réalité du terrain. Moi, je pense que Windows 11 se justifie pour des machines personnelles, mais moins en entreprise. Il va donc se heurter à l'existant. On pourra peut-être prévoir une solution mixte, hein, une partie en Windows 10, le reste en Windows 11, à condition que vous soyez convaincus par l'intérêt des fonctions que je vous ai présentées. Et donc, le parc installé va être bloqué par quoi? Par le non-passage de Windows 11. Internet Explorer utilisé par des API. Alors là, on est mal. La politique de sécurité très contraignante et qui dépasse celle de Windows 11.
les machines qui sont sur Windows 8, 8.1 et Windows 7 avec des spécificités applicatives développées avec des API liées au système d'exploitation. On est très mal. Le type de la table de partitionnement, il se trouve que la table de partitionnement, donc on va dire système, hein, ça s'appelle la SRP, eh bien, cette table de partitionnement, elle est parfois utilisée par des logiciels qui, à mon avis, n'auraient rien à y faire, mais enfin, il se trouve là, ce qui fait que lorsque vous voulez l'utiliser dans le nouveau contexte, vous ne pouvez plus, parce que vous avez un intrus qui est présent. Bon, et la procédure donc, de mise à jour sera différente selon que la SRP sera de type MBR, on verra ça dans le détail si vous voulez, et GPT, il y a deux techniques donc, de mise à jour. Pour passer ensuite à Windows 11, moi je pense que pour un particulier, il faut le faire, si c'est possible, hein, mais je vous conseille de laisser passer quelques mois, de ne pas presser, on est au mois de septembre, hein. Bah, attendez le mois de janvier, février, mars, on n'est pas pressé, attendez que le printemps soit passé, qu'il fasse un peu que les jonquilles apparaissent, ouais, donc, voilà. On ne veut pas se presser. Bon, à mon avis, hein, pour les particuliers, mais faites bien attention quand même à préparer ça, donc en regardant si votre machine est conforme. Pour les entreprises, alors si vous êtes libre de vos mouvements, donc les contraintes sont donc vérifiées, je pense que je prévoirai une migration globale, à condition, là encore, d'être motivé. Si ce n'est pas possible, eh bien, on peut faire l'impasse et conserver Windows 10 pendant un temps. Ça peut être 2 ans, il n'y a rien de gênant là-dedans. Moi, je pense que, par ailleurs, c'est un petit peu dans l'esprit des applications, les vieux systèmes d'exploitation et les browsers doivent être éliminés d'urgence parce qu'ils seront de plus en plus donc, des blocages. Il faut absolument le faire quand on peut le faire, ce qui n'est pas toujours le cas. Windows 11, donc, il est plus ouvert. Je vais terminer par 2-3 petites choses encore. Donc, l'ouverture, je viens de vous le démontrer avec Android, donc c'est une réalité, incontestablement. L'ère Bill Gates et Steve Ballmer, il est terminé. Hein, je pense que Satya Nadella joue une autre partition, c'est plus du tout pareil. Je pense que par ailleurs, pour être présent partout, ce qui était à la volonté d'origine hein, de Microsoft, sur les desktops, sur les tablettes tactiles, les IoT et les mobiles, c'est impossible, même avec des similitudes et donc un fond commun. Donc, il y a quand même des choses qui sont quand même extrêmement complexes à atteindre. Et là, c'en est une. Bon. L'avenir est à l'open source et on n'y est pas. Hein, je le regrette, mais on n'y est pas. Et la convergence donc des OS, je pense qu'à terme, vous allez peut-être trouver ça quand même un peu étonnant, mais on n'aura plus qu'un seul système qu'on va appeler Winlux ou Lindos. D'abord, Windows existait déjà. Moi, je pense que c'est ça, parce que nous, on est pénalisés par ces dichotomies, par ces différences entre des systèmes qui ne devraient pas être aussi différents les uns des autres. Bon. Et donc, Windows 11 va dans ce sens. C'est vrai, il va dans ce sens, hein, parce qu'encore une fois, l'important n'est plus dans le système, mais dans on va dire, dans les machines virtuelles et puis dans JavaScript, hein, ou dans les containers. Ça, c'est important. Donc, Microsoft va dans ce sens, on l'a dit, avec la nouvelle Store, avec l'émulation Android, avec une couche WSA, qui ressemble un petit peu d'ailleurs à celle WSL pour Linux, qui permet donc d'avoir des applications Android, tout simplement. Hein. Ça, c'est une très bonne chose. Et WSA, donc pour Android, tire profit d'une technologie qui s'appelle Bridge chez Intel. Donc, c'est vrai qu'il est plus ouvert. Dernier point, on aime ou on n'aime pas. On aime ou on n'aime pas. Tous les goûts sont la nature. Je pense que ce qu'on peut apprécier, pourquoi pas, l'esthétique, des efforts qui ont été faits, et l'ergonomie, la bonne idée d'avoir mis la barre des tâches, moi je m'en moque royalement, mais peut-être qu'ils ont trouvé ça fondamental, la barre des tâches au milieu, les widgets, peut-être qu'on peut aimer également, c'est plus léger. Moi j'aimais bien les tuiles, mais bon, après tout, tous les goûts sont dans la nature. Les applications Android, on peut apprécier, surtout ceux qui jouent. Il y a beaucoup d'applications Android qui sont intéressantes, pas dans le domaine, on va dire, productivité personnelle, mais de nouvelle génération de jeux, mais bien entendu, personne ne joue au bureau. C'est quelque chose qui est impossible. Donc, génération grâce à un outil qui s'appelle Direct Storage, qui améliore fortement les performances, en particulier lorsqu'elle manipule beaucoup de données. C'est l'affichage extraordinaire HDR, ça c'est vrai. Et puis, c'est l'intégration de Teams. On dira ce qu'on voudra, c'est quand même une nouvelle génération de collaboration. On ne peut pas apprécier d'autres aspects. Hein. Qu'est-ce que devient Skype?
La réduction des fonctions de la barre des tâches, on se sent un petit peu dépaysé. Plus de Cortana, j'applaudis, mais il y a des gens qui sont malheureux. L'obligation d'avoir un PC récent, et même avec un GPU, donc les performances pourraient être médiocres. On est quand même sur des besoins, on va dire, qui sont des besoins quand même de niveau élevé. Et Windows 11 en entreprise peut ne pas être envisageable avant plusieurs années. Donc c'est comme ça qu'il faut donc percevoir ce système. C'est en tout cas comme ça que je voulais vous le présenter. Pour terminer, si vous le voulez bien, je vous ai mis ici donc les prochains rendez-vous que nous avons. Donc, vendredi prochain, je vais vous parler de ce qui est un peu mon credo, c'est-à-dire que moi, je pense qu'on ne peut pas faire de développement correctement sans faire de la modélisation, mais ça fait 30 ans au moins que j'essaie de convaincre mes développeurs qui ne m'écoutent pas. J'espère que vous m'écouterez un peu plus. Donc, c'est l'échec de la modélisation. C'est le contrôle du PC à distance. Vous trouverez ça, vous pourrez le lire tranquillement. Le contrôle de votre PC, juste un point. Faites bien attention, parce qu'on peut activer votre PC, votre mobile ou votre tablette, déclencher la caméra, enregistrer ce que vous faites et envoyer ça sur un serveur qui, bien entendu, va vous envoyer quelques photos en disant c'est pas bien ça. Je vous l'avais dit la semaine dernière. Et donc, on parlera également après de comment se sortir du bourbier de Cope. Donc, j'espère qu'on sera encore ensemble relativement donc, longtemps. En tout cas, c'est le souhait que je formule. J'espère que la perception que j'ai de Windows 11, vous voyez, mitigée, intéressante, mais en même temps pas vitale, et ça peut vous donner quelques pistes, y aller ou pas y aller en particulier en entreprise. J'espère donc que ça vous a intéressé. N'hésitez pas donc à communiquer avec moi si vous avez des questions plus précises là-dessus. Alors, on commence à avoir une expérience quand même assez intéressante sur Windows 11. Je pourrais vous la transmettre si vous le voulez. Merci infiniment donc pour votre écoute et pour votre... vous voyez, donc je n'ai pas été interrompu ni insulté, donc c'est très bien. Il y a des gens qui n'aiment pas trop qu'on donne quelques critiques sur Microsoft, donc moi je me suis permis quand même quelques petites égratignures, mais apparemment ça ne vous a pas gêné. Merci infiniment pour votre attention et j'espère vous retrouver donc le vendredi prochain à 11h30 ou 17h30 selon le continent dans lequel vous êtes. Merci encore une fois.